Bonjour à tous. Donc, le sujet de notre table ronde, c'est l'innovation à tous les étages. Alors pourquoi parler d'innovation sur une journée d'éthique des organisations? Parce que l'innovation pose des questions éthiques. Il répond parfois, mais plus souvent en pose quand même. Donc moi je suis le professeur Corvol, je suis médecin gériatre au CHU de Rennes. Et j'ai participé en particulier à la création du Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité, qui a pour mission d'évaluer des innovations, à la fois des innovations techniques, mais aussi des innovations organisationnelles. On a souhaité approfondir la question de l'éthique dans le développement d'innovation et dans son évaluation. Et donc c'est un organisme qui fait en particulier de la recherche. Et ce qui nous a intéressé, c'est pas tant les questions éthiques qu'on se pose avant de faire une recherche, où il y a déjà des comités de protection des personnes, il y a déjà toute une organisation sur l'éthique en amont d'une recherche. Mais on s'est aussi intéressé aux questions éthiques qui en fait se sont posées pendant cette recherche. Et on s'aperçoit que ce n'est pas les mêmes qui se posent avant et qui se posent pendant. Donc du coup, cette question de l'innovation m'intéressait en particulier, et donc on a 3 intervenants qu'on va appeler, mais je vais passer d'abord la parole. Non, mais je veux simplement me présenter, puis je vais vous laisser ensuite, présenter les différents intervenants. Donc je suis Roland Olivier, je suis président de la conférence régionale pour la santé et l'autonomie. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça en fait? Et en fait, c'est une instance qui rassemble des professionnels, des usagers, des élus, des institutions, assurance maladie notamment, pour émettre un avis, on va dire de manière synthétique, sur la politique de santé conduite au plan régional. Et en fait, on a un certain nombre d'avis obligatoires qui sont émis par nous, et notamment, donc on s'est prononcé sur le programme régional de santé qui n'a pas eu un sort favorable initialement et qui a fait l'objet ensuite d'une transformation partielle, c'est-à-dire qu'il a été approuvé, il a été édicté bien sûr, mais ce qu'on appelle un contrat de méthode, avec l'idée qu'effectivement les uns et les autres ont émis le souhait d'être plus proactifs et de faire en sorte que cette politique de santé, dans ses grandes lignes très ambitieuses, soit compréhensible et soit opérationnelle sur le terrain. Donc, je dis ça, et en même temps, on est en lien avec les REB, donc l'espace éthique régional Bretagne, et nous avons fait nôtre en fait les recommandations de l'EREB dans les schémas et dans les programmes régionaux de santé. Et donc, je prendrai moi juste un exemple sur les questions d'éthique qu'on évoquait. Ce matin, il y avait tout à l'heure, il y avait l'intervention d'un représentant d'usagers. Effectivement, on aborde de grands sujets comme les investissements en santé. Et donc, nous, on a demandé simplement qu'il y ait des représentants d'usagers qui puissent être associés lors de l'élaboration des projets d'investissement en santé des établissements de santé. Voilà, je donne cet exemple-là. Donc on essaie d'être parfois un peu le petit poil à gratter ou de poser les questions du point de vue aussi des populations. Voilà, je vous laisse la parole. Je vais surtout appeler nos différents intervenants. Donc on a 3 intervenants, Madame Béatrice Soriol, le docteur Sylviane Pedenier-Robert et le docteur en psychologie Kevin Charas. J'appelle Madame Béatrice Soriol pour nous parler du dispositif de l'oreille augmentée des soignants et des enjeux éthiques que peut poser ce dispositif. Bonjour. Je ne vais pas oser dire que je suis cadre supérieur de santé. Après les échanges de ce matin, je vais dire que je suis cadre de pôle. Ça marche aussi. Voilà. Et puis en plus, en général, je dis j'occupe les fonctions d'eux, puisque je ne suis pas cadre. Je suis bien d'autres choses. Je vous propose un retour d'expérience sur l'intelligence artificielle au service de la personnalisation de l'accompagnement et de la transformation des organisations dans les EHPAD du SLD du CHU de Brest, parce que c'est là que j'exerce. C'est important, avant de parler de l'IA, de poser le contexte des EHPAD du SLD du CHU de Brest. Alors, je vais parler uniquement de l'offre brestoise, puisqu'on a une offre carrésienne. En tout, ça fait 650 lits.
Sur Brest, on a 404 lits et places. Sur 3 sites, pour les Brestois, c'est le centre René Fortin, qui donne toujours très très envie, la résidence Delcourt-Ponchelet, à Brest, à Saint-Michel, et puis une unité à Carana. C'est des établissements extrêmement vieillissants. Fortin est un V240. Ils ne répondent pas du tout aux attentes et aux envies des personnes qu'on accueille. Ce sont des établissements sanitaires, des chambres doubles et pas de douche dans les salles de bain. Donc une salle de bain pour 20 personnes dans le couloir. Donc vous imaginez bien qu'en 2024, ça commence à poser problème. Et puis, on a une culture sanitaire très présente dans ces établissements-là, puisque nos professionnels ont été formés à l'hôpital, et donc ont très peu de culture médico-sociale. Et par contre, on a un très très haut niveau de soins, ce qui est notre plus-value. Et on représente aussi, il ne faut pas le négliger, l'accès à l'hébergement pour tous, c'est-à-dire que viennent dans nos établissements les gens qui n'ont pas leur place ailleurs, qui ont des refus ailleurs, ou qui ont des situations de précarité sociale, familiale, financière très importantes. Et c'est chez nous qu'ils viennent et ça doit être une vraie fierté. Et il ne s'agit pas pour eux que ce soit la double peine du coup d'avoir une offre d'hébergement pas à la hauteur. On a eu une belle opportunité de se poser des questions sur nos organisations parce que on a un ambitieux schéma directeur porté par la gouvernance du CHU, par M. Stendel, par Mme Favrel-Feuillade. Et donc on a eu l'opportunité de réfléchir à une nouvelle architecture pour l'ensemble de notre offre médico-sociale. Donc l'envie, l'intention, c'est vraiment de faire autrement que ce qu'on faisait, c'est d'accompagner, soigner, accueillir et faire une architecture très différente. Alors on a un peu changé de prisme parce qu'au départ, on était sur des organisations, la vie quotidienne des personnes, elle est un peu dirigée par l'organisation des soignants. C'est-à-dire que c'est les soignants qui organisent les journées par rapport à leur retour d'expérience, par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs envies. Et ça ne marche pas très bien puisqu'on remarque énormément de tensions. Chez les soignants, ça ne répond pas aux besoins des personnes accueillies, donc ça crée de la tension, donc ça ne marche pas très bien. Donc on a changé de prisme et on s'est dit que nos organisations de travail, il fallait les faire en fonction des attentes, des besoins et des envies des personnes qu'on accueille. Alors on s'est inspiré du modèle de Montréal, qui est le modèle de partenariat en santé, qui est un modèle qui va chercher le plus haut niveau d'engagement des personnes qu'on accueille. Et puis l'idée, c'était de rééquilibrer un peu tout ça, l'ensemble des pouvoirs, renouer un petit peu avec les usagers, et puis d'étendre un peu nos organisations. Alors on a plusieurs objectifs, on avait plusieurs objectifs et qu'on a toujours d'ailleurs. C'est de proposer un accompagnement d'un très haut niveau de personnalisation, basé sur les besoins, les envies, les attentes de chacun, de façon différente, individuelle, et ceci tous les jours. Développer le pouvoir d'agir de chacun, et là on parle bien de l'ensemble des parties prenantes, des résidents, des familles et des professionnels, et puis accompagner cette transformation plutôt contre-culturelle dans notre établissement. Alors dans la méthode, on a formé un certain nombre d'agents, puis on s'est formé nous-mêmes à l'approche domiciliaire avec Fanny Cérès, Florence Mathieu, former l'ensemble des équipes aux droits des usagers, aux fondamentaux de la loi 2002, j'ai envie de dire même des 2 lois de 2002, parce qu'il y en a qui représentent bien le secteur médico-social et l'autre, celle de mars, celle des droits des usagers, elles sont bien différentes et complémentaires. Et puis on a mis pas mal d'expérimentations en place. On s'est lancé dans du changement, dans des petits changements du quotidien qui ont finalement fait boule de neige. On s'est mis en action et puis on a dit bon, on ne va pas réfléchir trop longtemps, il faut qu'on y aille. On a appliqué des méthodes de design, d'intelligence collective pour travailler différemment. Et puis on a fait pas mal d'exercices d'empathie. Le Vie ma vie est quand même une méthode assez puissante. Et là, la directrice, le chef de pôle, tout le monde a fait le Vie ma vie, a mangé mixé et s'est promené en fauteuil roulant, donc ça a été extrêmement puissant. Et on a fait ce même exercice aux architectes qui nous accompagnent. Donc là aussi, ça a été... je veux dire que du coup, normalement, l'offre architecturale est plutôt adaptée. Ça a permis d'aboutir très très rapidement à des changements d'organisation significatifs, qui s'adaptent assez rapidement aux besoins des usagers. Alors on a été sur un arrêt de tour de soins, c'est-à-dire qu'on travaillait en tour de soins. Donc le matin, on faisait un tour pour réveiller les résidents, puis un tour pour leur donner un petit déjeuner.
tour pour débarrasser le petit déjeuner, un tour de toilette. En fait, on crée quand même beaucoup de tours qui ne servaient pas à grand-chose et qui étaient très très mal vécus par chacun parce que c'était un enchaînement de tours qui entraînait une cadence infernale avec la peur d'être en retard pour le tour suivant et avec des résidents qui étaient réveillés de façon systématique et qui finalement faisaient avec puisqu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc ça, on a réussi à le faire assez vite en faisant un petit déjeuner à la carte et puis petit à petit, les professionnels se sont rendus compte que c'était possible, et plus ça allait, plus ils ont poussé ce curseur de personnalisation. Mais on a été confronté assez rapidement à des limites, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on personnalise quand les gens ne communiquent pas, quand les gens ne sont pas en capacité d'interpeller, de nous appeler quand ils ont besoin, quand ils ne peuvent pas utiliser leur sonnette pour des raisons cognitives ou praxiques. Comment est-ce qu'on intervient au bon moment? Et c'est quoi le bon moment, le juste moment? Et souvent, le juste moment pour le professionnel n'est pas celui de l'usager. Comment on arrête de systématiser un accompagnement, et alors que c'est comme ça que les professionnels ils ont un petit peu appris. Et puis comment on rassure les soignants dans ces transformations. Donc on avait donc quand même des résidents qui étaient réveillés pour vérifier qu'ils dormaient bien. Hein, c'était quand même, voilà, on passait la nuit les voir pour voir s'ils dormaient, mais on les réveillait. Et puis les allées et venues incessantes pour réaliser l'ensemble des tours et tâches quotidiennes empêchent quand même une certaine vie intime. On ne sait jamais à quel moment un professionnel peut rentrer dans la chambre. Alors on a une chance de partenariat début 2020 qui est un petit peu en parallèle de tout ce travail de personnalisation là. Non, c'était mes notes, il n'y a pas de diapo. Je n'ai pas préparé de diapo, je n'ai pas été une aussi bonne élève que les autres. Depuis 2020, on a une start-up qui a frappé à la porte du CHU et du centre d'innovation du CHU avec une idée. Ils se sont dit, nous, avec l'intelligence artificielle, on peut reconnaître le son des chutes la nuit pour les résidents d'EHPAD. Et ils cherchaient du partenariat parce qu'ils avaient besoin de muscler un petit peu leur base de données. Et ils nous ont demandé si on était OK. Nous, on a vu assez vite l'intérêt quand même, y compris la nuit, où il n'y a pas beaucoup de personnel, où on fait des rondes, mais les gens ils tombent entre les rondes et en fait on ne sait pas qu'ils sont tombés, on peut intervenir 3 heures plus tard. On a des professionnels qui ont une charge mentale assez importante. Donc on a commencé à expérimenter le dispositif de l'oreille augmentée dès 2020, la nuit, en USLD et en unité de vie protégée. Très vite, on a informé le CVS. On n'a rien mis en place sans informer le CVS, sans aller demander l'autorisation des résidents dans lesquels on installait l'oreille augmentée. Et puis, on a une proposition systématique et une information régulière des résidents. Très vite, on a eu des résultats qui étaient très, très encourageants. C'est-à-dire que les professionnels ont senti une baisse de leur hypervigilance la nuit, c'est-à-dire qu'ils ont senti qu'ils pouvaient intervenir à un meilleur moment. Et puis ils ont remarqué que du coup, ils pouvaient intervenir beaucoup plus rapidement pour de la prise en charge non médicamenteuse en cas de signes de douleur, des gémissements, ou bien même sur la prise en charge non médicamenteuse pour des débuts de symptômes de troubles psychocomportementaux, avec un peu d'agitation là. Et donc du coup, ils pouvaient aller les apaiser beaucoup plus vite et ils n'arrivaient pas trop tard, où là, le médicament était nécessaire. Donc ça a commencé, on s'est dit, voilà, il y a quand même quelques petites choses intéressantes. Puis en fait, comme on était sur un partenariat, eh bien nous on disait, si on pouvait avoir un bip machine, il y a un bip machine qui est très désagréable là, pour les résidents. Si on pouvait savoir que ce bip machine, il est en place, ça veut dire que le pouce-seringue est bientôt terminé, ça éviterait qu'on rentre 4 fois dans la chambre pour vérifier que le pouce-seringue est terminé, et on interviendrait au bon moment, où on va éteindre l'alarme, c'est quand même plus de confort. Donc en fait, il y a eu des allers-retours comme ça avec Ozo, parce que la start-up s'appelle Ozo, en nous demandant de la prise en compte de son au service de la personne, et eux disant tiens, maintenant c'est détecter les pleurs, est-ce que ça vous intéresse? Maintenant c'est détecter les vomissements, est-ce que c'est bien pour vous, etc. Donc en fait on a testé, on a vérifié avec les usagers, avec les professionnels que tout ça avait de l'intérêt, et finalement oui, parce qu'aujourd'hui Ozo s'est détecté énormément de bruit et peut interpeller pour des problématiques de confort, mais aussi d'urgence qui peuvent être à terme vitales, comme les vomissements en position allongée de certaines personnes âgées, où on évite une pneumopathie d'inhalation et toutes les conséquences qu'on peut connaître. Donc les retours à 4 ans de ça, c'est qu'on a transformé les organisations en même temps qu'on avait Ozo. Donc on a un peu fait les deux. Il n'y avait pas que Ozo qui a permis, mais Ozo nous a permis d'aller plus loin. On a arrêté les tours de soins. C'est-à-dire on a arrêté le tour de 8h, de 14h, de 17h, tout ça, ça s'est terminé. Ce qui a été un peu perturbant pour les équipes qui nous demandaient mais qu'est-ce qu'on va faire si on ne fait plus de tours? On va réfléchir.
Ça n'a pas été évident à accompagner ça. Permettre d'intervenir plus rapidement sur des vomissements, et puis on évite voilà, les conséquences. Intervenir sur des appels de confort qu'on n'entendait pas forcément. J'ai froid, j'ai faim, j'ai soif, ou si on n'est pas dans la chambre à ce moment-là, ben on ne l'entend pas. Et donc du coup, ben, les professionnels interviennent plus rapidement pour du confort, mettre une couverture, donner un verre à boire, etc. Pour des personnes qui, quand on passe, vont nous dire que tout va bien. Parce qu'ils ont oublié qu'ils avaient eu froid ou soif. On a une amélioration de la coordination du travail en équipe avec Ozo, puisqu'on a réussi à déployer un système de SMS pour dire c'est bon, la personne est prête, tu peux y aller. Et ça évite des appels ou des allers-retours dans les services pour aller voir l'infirmière qui est à l'autre bout du couloir pour lui dire c'est bon, tu peux aller faire la glycémie de madame. Hein. C'est bon, le SMS informe, et on a diminué de 30% à 3 mois le nombre d'interruptions de tâches infirmières, ce qui n'est pas négligeable quand on connaît les risques. On a une diminution aussi, mais avec l'ensemble des actions mises en place, notamment le fait de faire un petit déjeuner à la carte où la personne, elle déjeune, quand elle est bien installée, bien réveillée, elle mange mieux. On a diminué le nombre de casse-croûtes trempées que vous connaissez bien en EHPAD, et on a augmenté le nombre de baguettes. Ça, c'est une vraie satisfaction. Et puis du coup, ben, les conséquences, c'est une vraie diminution du nombre de compléments nutritionnels oraux et de dénutrition dans nos services. Donc ça aussi, un vrai bénéfice quand même très concret pour les personnes qu'on accompagne. Et puis une forme de fierté aussi, et ça les professionnels le disent souvent, c'est-à-dire « Oh, il y a de la technologie chez les vieux ». Ça fait pas de mal, souvent c'est les services de pointe, qui ont de la techno, etc. Et en fait, c'est un facteur aussi d'attractivité et de fidélisation. Et donc du coup, ça, ils se sont dit, ah bah nous, on a droit à ça aussi. Donc en fait, du coup, ils se le sont vraiment appropriés et ont beaucoup de fierté, et ils communiquent, ils viennent avec nous communiquer. La semaine prochaine, je serai avec un aide-soignant. Du coup, on a un champ des possibles qui est assez ouvert, et on se dit qu'on n'a pas encore tout vu. Alors nous, on a déployé, ça y est, le dispositif sur l'ensemble du centre Néfortin, 200 lits en 24-24, avec une adaptation de l'ensemble de nos organisations, donc avec un niveau de personnalisation qui est très très haut aujourd'hui, dans un contexte architectural défavorable pourtant. Notre appel malade, il devient obsolète. On se pose la question de se dire, bah, à quoi ça sert d'avoir un appel malade sur lequel les gens ne peuvent pas appuyer, alors qu'on a un dispositif de ce type-là. Donc il faut qu'on arrive à valider Ozo comme un appel malade. Et puis on a pu pousser surtout notre offre architecturale, parce que ça c'était le début, sur un quartier. C'est-à-dire on peut aller maintenant sur des maisons individuelles, de plein pied, indépendantes, avec Ozo, parce que ça voudra dire qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours du monde à côté, puisque Ozo nous dira s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a pu pousser notre modèle architectural sur une vraie vision domiciliaire où les gens vivront dans des espaces sans une intervention permanente des soignants ou une pression permanente des soignants, puisque les résidents nous disent très régulièrement qu'ils sont obligés de faire avec nous un peu tout le temps sur leur dos. Et puis derrière, un projet de recherche à venir, un projet de recherche infirmier sur l'intérêt et notamment une éventuelle baisse de la mortalité en lien avec les conséquences de chute et de vomissement sur la résidence Delcourt-Ponchelet, un projet de recherche qui va être déposé. Cependant, il ne faut pas négliger les risques et les mésusages et les difficultés. Le questionnement éthique, il est nécessaire, donc c'est vrai qu'on s'est rapproché du comité éthique, on leur a présenté l'oreille augmentée. Et puis on nous a mis un point de vigilance sur le traitement du silence. Qu'est-ce qu'on fait des chambres silencieuses? Donc c'est vraiment un point d'attention aussi qu'on a, mais la très bonne connaissance qu'on a des personnes nous permet de savoir ceux qui ne font pas de bruit. On est aussi attentif à l'acceptabilité du dispositif par les professionnels et par les résidents. Les professionnels, même jeunes, des fois certains n'accrochent pas au dispositif. Donc il faut vérifier que c'est bien un travail d'équipe, puisque si on se repose sur l'outil, il faut absolument qu'on s'assure que tous se l'approprient. On ne néglige pas le consentement et l'information, jamais. Il ne faut pas que, comme nous, ça devient habituel, que ce soit habituel pour les personnes qui arrivent, puisque c'est quand même pas un dispositif tout à fait anodin. Et puis attention aux mésusages, donc ce n'est pas un outil de surveillance du résident, ni du professionnel. Donc voilà, puis gare à la dérive, hein, toujours garder en tête que cette oreille augmentée, elle est au bénéfice de la personne qu'on accueille. Donc voilà pour le retour d'expérience brestois.